Très bien. Bien, Madame la Présidente, Mesdames les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame et Monsieur les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les députés. Je suis très heureux de vous retrouver au début de cette section extraordinaire pour présenter devant vous le projet de loi pour le plein emploi. Vous le savez, depuis 2017, sous l'autorité du Président de la République, les gouvernements successifs et notre majorité poursuivent un objectif majeur, le plein emploi. Nous voulons le plein emploi car nous sommes convaincus que derrière cet objectif, il y a plus qu'un résultat statistique du marché du travail. C'est en réalité un projet de société, celui d'une société plus productive et donc plus riche et plus souveraine, mais également une société qui donne une place à chacun, car l'emploi, nous l'affirmons, nous le réaffirmons, l'accès à l'emploi reste le meilleur moyen et l'outil le plus efficace pour lutter contre la pauvreté, pour donner aux rentes de l'autonomie, de la dignité et ainsi permettre l'émancipation. Il y a encore quelques années, parler de plein emploi aurait suscité au mieux des mots dubitatives, au pire des sarcasmes, tant nous nous sommes habitués à vivre avec le chômage de masse. L'État, disait-on, avait tout fait, avait fait tout ce qu'il pouvait. La puissance publique était finalement dans une impasse et une forme de fatalisme collectif nous avait saisis, conférant au plein emploi le rang d'une belle utopie à l'horizon sans cesse repoussé. Ce fatalisme, en réalité, est mortifère et il explique largement ce qui semble être comme un décrochage productif quand on constate, après ces décennies de résignation, que notre taux d'emploi reste plus de 10 points inférieur à la moyenne européenne, quand on voit aussi que notre produit intérieur brut par habitant est 15 à 20% inférieur à ceux de l'Allemagne ou du Danemark. Revenir au niveau de ces économies, rarement considérées comme des îlots ultralibéraux ou de servitude, apporterait à nos finances publiques des recettes rendant l'idée même de déficit totalement inopérante. Et donc c'est pour faire mentir tout cela que nous agissons depuis 2017. Nous avons fait une partie du chemin ces 6 dernières années, vous le savez, puisqu'en passant de 9,5 à 7,1%, le taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans et le taux d'emploi, le taux d'activité sont au plus haut depuis que l'INSEE les mesure en 1975. Il reste encore beaucoup à faire, mais nous avons mis fin, je crois, à des décennies de chômage de masse grâce à une série de réformes ambitieuses menées depuis 2017. Pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi, nous avons fait la réforme de l'apprentissage, celle du contrat engagement jeune, et nous avons engagé la réforme du lycée professionnel. Pour inciter au retour à l'emploi, nous avons fait la réforme de l'assurance chômage. Pour continuer à améliorer le taux d'emploi des seniors et le nombre de personnes en emploi, nous avons aussi fait la réforme des retraites. Et c'est aussi pour prolonger cet engagement que nous souhaitons que les partenaires sociaux puissent trouver un accord interprofessionnel sur cette thématique de l'emploi des seniors. Finalement et surtout, nous mettons un terme au fatalisme ambiant qui a trop longtemps dominé la question de l'emploi en France, au détriment de ceux qui sont restés longtemps au chômage, souvent les mêmes, toujours les plus fragiles d'entre nous. Aujourd'hui, nous le croyons et nous le savons, nous sommes en mesure d'atteindre le plein emploi. Et pour finir de nous donner les moyens d'atteindre cet objectif, nous réformons donc le service public de l'emploi, nous modernisons l'accompagnement des plus fragiles et nous continuons à lever les freins à l'emploi que connaissent trop de nos concitoyens. Je pense notamment, nous y reviendrons, à ceux en situation de handicap. Nous appuyons en réalité notre démarche et ce texte sur un constat et une conviction. Le constat, c'est que les entreprises peinent à recruter, alors que le chômage reste encore important, parmi les taux les plus importants en Europe. Cela signifie que nous avons du mal à résoudre cette inadéquation entre la formation des demandeurs d'emploi et les besoins des entreprises, que nous devons aussi donner plus d'efficacité à notre service public de l'emploi pour faire se rencontrer l'offre et la demande de travail. La conviction, c'est que personne n'est inemployable. Et ce projet de loi doit permettre au marché du travail d'inclure ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, de rendre un emploi aux plus fragiles, ceux-là même qui, pendant des décennies, ont été relégués au second rang par la fatalité du chômage de masse, souvent aux mêmes endroits et souvent les mêmes. Avant de vous présenter les principales dispositions du projet de loi que nous défendons devant vous, je souhaite rappeler que les bases de ce projet de loi reposent sur une méthode de concertation et d'écoute. Ainsi, le texte s'inspire très directement du rapport de la mission de concertation et de préfiguration que j'ai confié à Thibaut Guilly au mois d'octobre dernier, au commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises, qui a mené une longue concertation avec un certain nombre de principes, une dizaine que nous reprenons, et des dizaines de propositions dont nous nous inspirons pour être le plus efficace possible. Le titre dédié aux demandeurs d'emploi en situation de handicap retranscrit, lui, les mesures issues de la concertation menée en amont de la Conférence nationale du handicap, tenue par le Président de la République le 26 avril dernier, et qui nécessite d'être inscrit dans la loi. Le premier volet de ce projet de loi concerne donc l'accompagnement des plus éloignés de l'emploi. Et il y a certains constats qui sonnent comme des alertes. 60% des allocataires sont toujours inscrits au RSA, plus de 5 ans après leur première inscription. 42% le sont toujours après 7 ans. Et 16% des allocataires sont même encore inscrits plus de 10 ans après leur première inscription. Ce n'est pas ainsi que la République s'acquitte de son devoir de solidarité.
Et il faut en finir, je crois, avec le totem de l'aide contre la pauvreté qui, parce que sans contrepartie, serait par essence meilleure que toutes les autres, et ce, même si en réalité, elle enferme une large partie de ceux qui en bénéficient dans la misère et dans la précarité. Faire preuve de solidarité, ça n'est pas accepter que se créent des trappes à précarité. Et ça n'est pas atténuer les symptômes de la précarité qui en fait disparaître les causes. C'est d'être accompagné globalement, d'être inséré par le travail dont ont besoin les plus fragiles. Je l'ai dit et je le répète, la République n'est pas quitte de son devoir de solidarité. Quand elle a versé 607 € par mois à quelqu'un, elle l'est quand elle lui a rendu les moyens de son autonomie et les moyens d'accéder à l'emploi. Et avec ce projet de loi, nous voulons donc tenir pour de bon la promesse de solidarité qui est celle du RSA, et ce avec une série de mesures concrètes. Ne parlez pas de travail, vous ne connaissez pas. S'il vous plaît. D'abord, l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, chers collègues, et notamment... laissez Monsieur le Ministre s'exprimer. Je vous invite, la parole. mesdames et messieurs les députés, à vous exprimer sur ce que vous connaissez. Je n'ai pas le sentiment que le travail et l'emploi soient votre première spécialité. D'abord, je le dis, l'ensemble des personnes en recherche d'emploi, et notamment l'ensemble des allocataires du RSA, des jeunes en recherche d'emploi accompagnés par les missions locales, seront inscrites auprès de l'opérateur France Travail. C'est le meilleur moyen de garantir un accompagnement à chacun et d'éviter les ruptures de parcours. Pour les plus isolés, le projet de loi prévoit la reconnaissance et la sécurisation des acteurs, souvent associatifs, chargés de repérer et d'aller vers les personnes qui ne sont plus suivies aujourd'hui par aucune structure, pour leur proposer des solutions d'accompagnement et d'insertion adaptées, comme l'insertion par le sport, par la culture, mais pas seulement, bien sûr. Ces acteurs reconnus seront intégrés au réseau France Travail pour qu'on ne perde aucune des solutions qui marchent. Ensuite, le parcours d'accompagnement sera formalisé dans le cadre d'un contrat d'engagement rénové et unifié. Pour plus de lisibilité et d'efficacité, ce nouveau contrat d'engagement sera proposé à tous les demandeurs d'emploi, quelle que soit leur situation. Il détaillera les engagements réciproques de l'organisme référent et de la personne accompagnée. Il intégrera un plan d'action précisant les objectifs d'insertion sociale et professionnelle du demandeur d'emploi. Et c'est important de le souligner, il tiendra compte de la situation de la personne. Après un diagnostic complet, la personne pourra d'abord être orientée vers un parcours à visée d'insertion sociale, si c'est nécessaire pour lever les freins rencontrés en matière de logement, de garde d'enfants, de santé, de mobilité, avant le parcours d'insertion professionnelle. Et il sera par exemple tenu compte de la situation des proches aidants, des familles monoparentales qui n'ont pas de solution de garde. Et je tiens d'emblée à souligner que le Sénat a enrichi le texte sur ce point, que j'ai pu constater combien votre commission des affaires sociales y est aussi attachée. Je crois que nous allons réussir ce pari de l'accompagnement rénové, car nous préparons ces nouvelles formes d'accompagnement dans le cadre d'une expérimentation avec 18 départements. Je les ai encore réunis vendredi dernier pour faire le point sur la manière dont cela se met en place, et les retours sont positifs, notamment sur l'entretien de diagnostic, réalisé simultanément avec Pôle emploi et un travailleur social du département. Cette expérimentation et cette intervention devant vous sont l'occasion pour moi de saluer le travail partenarial de grande qualité engagé avec l'Assemblée des départements de France et son président François Sauvadet. Nous avançons, nous écoutons et en poursuivant le même objectif d'insertion et de plein emploi. Ces expérimentations dans 18 départements s'appuient sur des initiatives locales, confortent des outils souvent efficaces, et nous allons les poursuivre et les élargir en 2024 pour préparer l'entrée en vigueur de la loi début 2025. Il s'agit d'anticiper, de connaître les pratiques les plus efficaces qui relèvent de la gestion et non de la loi pour réussir cette généralisation, et nous aurons l'occasion, avec les départements en expérimentation, de faire un premier bilan d'étape début 2024. Ensuite, le régime de contrôle et de sanction des allocataires du RSA sera rénové pour être plus progressif, mais aussi plus effectif. Un nouveau premier niveau de sanction est introduit, la suspension-remobilisation, qui permettra de suspendre temporairement l'allocation au manquement, sans interrompre l'accompagnement. Et si la personne respecte ses engagements, elle bénéficiera d'un versement rétroactif des droits. À défaut, il ira malheureusement vers une radiation du RSA, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, comme c'est le cas depuis 1988. Cette nouvelle sanction sera exercée par le président du conseil départemental, dans le plein respect de ses prérogatives et de ses compétences. Enfin, dans l'esprit du contrat d'engagement jeune, ce nouveau contrat permettra de proposer un accompagnement intensif et personnalisé. Pour les allocataires du RSA les plus éloignés de l'emploi, France Travail proposera à ceux qui en ont le plus besoin, selon ce que permet leur situation personnelle, jusqu'à 15 à 20 heures hebdomadaires d'activités consacrées à leur parcours, ateliers, formations, accompagnement, appui et solutions locales. Il ne s'agit ni de travail gratuit, ni de bénévolat obligatoire, mais bien d'activités d'insertion et de formation pour permettre le retour à l'emploi. Cet accompagnement sera aussi renforcé par la prise en compte des difficultés de nature sociale qui empêchent le retour à l'emploi. Ces freins à l'emploi feront l'objet d'un diagnostic complet
pour y répondre précisément. Et c'est bien tout l'enjeu du partenariat qui doit nous permettre d'apporter des solutions concrètes. Je sais que cette question des 15 inventeurs d'activité a suscité beaucoup de débats pendant la commission et avant la commission. Permettez-moi de dire ma conviction, plus nous aurons d'allocataires concernés par ces 15 inventeurs d'activité, et mieux ce sera. Mais nous devons aussi tenir compte tant de la capacité des personnes accompagnées, souvent dans de très grandes difficultés après des années de précarité, parfois même des difficultés de santé, que de la capacité que nous aurons collectivement à proposer partout et à tous ces activités adaptées et personnalisées. Enfin, pour que cet accompagnement puisse intégrer une offre de formation adaptée, je saisis l'occasion de ces débats pour confirmer que nous renouvelons le principe d'une contractualisation pluriannuelle entre l'État et les régions pour la formation des demandeurs d'emploi, avec un plan d'investissement dans les compétences aux côtés et en complément de l'investissement des régions. Je viens à cet égard d'annoncer à Région de France et au président de région que l'État est prêt à investir près de 4 milliards d'euros entre 2024 et 2027 à leur côté. Et je suis heureux que les régions accompagnent et amplifient cette mobilisation continue en faveur de l'emploi. Heureux aussi que ce travail commun amène 7 régions sur les régions métropolitaines à participer ou préparer des protocoles de préfiguration de France Travail, chacune dans leur territoire. Nous avons communiqué ensemble avec l'ARF pour dire comment nous allons avancer et préparer la seconde génération du plan d'investissement dans les compétences, car nous le savons et nous le partageons, former ramène vers l'emploi, et atteindre le plein emploi, on passera aussi par la formation des demandeurs d'emploi et la réponse aux besoins de compétences des entreprises. Dans ce cadre, priorité sera donnée à l'insertion des publics fragiles, à la formation pour les métiers en tension, pour les formations à distance et aux formations courtes avant embauche. Priorité sera aussi donnée à l'élargissement des publics bénéficiaires des formations financées dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, en supprimant les conditions de diplôme et de formation pour les allocataires du RSA et les demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais aussi en passant de formations inférieures au bac à des formations inférieures à bac+2 pour tous les autres demandeurs d'emploi. Le second volet de ce projet de loi que je présente devant vous vise à l'amélioration de la gouvernance du service public de l'emploi. C'est là aussi un chantier essentiel, puisque les remontées de terrain témoignent toutes d'une difficile adaptation aux problématiques locales et d'un sentiment que les acteurs ne se parlent pas assez entre eux. Bien entendu, beaucoup d'initiatives fonctionnent, il s'agit de les conforter, mais nous pouvons aller plus loin, et ainsi, pour commencer, le projet de loi définit un patrimoine commun aux membres du réseau pour le coordonner. Ce patrimoine rassemblera des méthodes, des règles de coordination, des critères d'inscription et d'orientation, des référentiels métiers ou de formation mis en commun et partagés par tout le réseau des acteurs de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Concrètement, cela sera rendu possible par la mise en réseau des systèmes d'information pour partager les données entre acteurs, et ainsi le système d'information de Pôle emploi évoluera en une plateforme France Travail facilitant le travail et l'accès à l'information de chacun des acteurs. Je veux aussi le souligner, c'est là plus d'informations pour les collectivités et leurs élus, avec des données agrégées sur les parcours et les accompagnements dont les élus ne disposent pas aujourd'hui et qui leur seront régulièrement partagés pour permettre des comparaisons. Ensuite, nous allons mettre en place une gouvernance territorialisée et simplifiée du réseau France Travail, avec une base qui est le copilotage entre l'État et les collectivités locales, à chaque échelon territorial pertinent, en associant les partenaires sociaux au niveau national et régional. Cette gouvernance partagée reste le moyen le plus sûr pour assurer la cohérence du réseau, tout en réduisant le nombre d'instances existantes. Nous allons donc créer une instance nationale qui définira les orientations stratégiques et les modalités de pilotage du réseau France Travail, le comité national France Travail, et au niveau local, des comités territoriaux assurant un pilotage régional, départemental et au niveau des bassins d'emploi, à chaque fois en copilotage avec les collectivités. Concernant les collectivités, je veux insister sur ce point, France Travail ne réduit pas le champ de compétences des collectivités locales. J'ai veillé à ce qu'aucun article ne remette en question la répartition des compétences entre l'État et les collectivités, pas plus qu'entre les collectivités entre elles. Ainsi, les régions gardent leurs prérogatives de formation, les départements sur l'insertion, les communes et leurs intercommunalités sur le reste de l'action sociale, mais aussi sur les questions de garde d'enfants, de mobilité ou encore de logement. Ainsi, l'État et les collectivités locales auront conjointement la main pour orienter l'action des opérateurs et des partenaires du réseau. Ce n'est donc pas moins de compétences pour les collectivités, mais plus de visibilité et l'obtention d'un pouvoir d'orientation plus fort sur l'ensemble des enjeux d'insertion et d'emploi, ainsi qu'une meilleure visibilité des résultats des politiques publiques menées sur chacun de leurs territoires. Nous souhaitons que Pôle emploi prenne en charge de nouvelles missions au service de tous collectifs. Ce n'est pas non plus une recentralisation, bien au contraire. Pôle emploi, devenu France Travail, devra mettre sa capacité de soutien technique et opérationnel au service de tous, produire le patrimoine commun en lien avec les acteurs concernés. Et comme les autres opérateurs, il inscrira son action dans le cadre des orientations arrêtées par la gouvernance nationale. Il sera chargé finalement de mettre en œuvre les orientations définies dans les différents comités, en sera l'opérateur principal plus que le coordonnateur et sans lien de subordination.
À cet égard, le changement de nom de Pôle emploi en France Travail témoigne de l'importance du changement de positionnement de Pôle emploi, rend visible sa transformation. Et par ailleurs, je le dis pour les autres acteurs du réseau, il y a parfois des inquiétudes qui sont nées au début de la concertation, qui ont été levées. C'est le cas pour les missions locales. Leur place est renforcée auprès du public jeune. Elles continueront à jouer leur rôle central auprès des jeunes en difficulté. L'État continuera de conventionner directement avec elles et les collectivités seront toujours présentes dans leurs instances de coordination sans que soit modifiée leur gouvernance. Par contre, en participant au réseau, à la définition des orientations et à la gouvernance, leur rôle sera renforcé. Il n'est donc en aucun cas question de fusion. Enfin, le troisième chantier du projet de loi concerne la poursuite de l'engagement pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Mes deux collègues y reviendront, mais je le souligne devant vous au titre des politiques d'emploi. Les personnes en situation de handicap rencontrent encore trop de difficultés pour accéder ou retourner à l'emploi. Et nous voulons donc prolonger les mesures mises en place au cours du premier quinquennat. D'abord, améliorer l'orientation professionnelle des personnes en situation de handicap en la confiant au service public de l'emploi. Nous supprimons l'orientation vers le marché du travail ordinaire par les MDPH et l'orientation en milieu ordinaire devient un droit pour chacun. C'est le service public de l'emploi qui proposera un accompagnement à toute personne en situation de handicap sans emploi et c'est uniquement en cas d'impossibilité d'accès à l'emploi ordinaire que sera préconisée une orientation en milieu adapté prononcée par les MDPH le cas échéant. Nous souhaitons ainsi mettre fin aux orientations uniquement sur la base d'un dossier. Par ailleurs, le ministère du Travail aura en charge le développement et la trajectoire de l'emploi accompagné jusqu'en 2027 pour soutenir les personnes en situation de handicap invisible. Enfin, nous allons améliorer l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Nous allons notamment faire en sorte que les personnes reconnues handicapées au titre d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité aient les mêmes droits prévus dans le Code du travail que les personnes titulaires d'une RQTH, sans passer par la MDPH, et notamment être recrutées en entreprise adaptée, bénéficier de l'emploi accompagné ou avoir une rémunération majorée en formation professionnelle. De la même manière, mais là aussi mes collègues y reviendront, les conditions de travail des personnes en ESAT évolueront et leurs droits sociaux convergeront avec les droits individuels et collectifs des salariés. Nous voulons aussi favoriser l'engagement des employeurs privés et publics. Certaines mesures relevant du Code du travail seront ainsi pérennisées, comme le modèle des entreprises adaptées de travail temporaire ou les contrats à durée déterminée tremplin, jusqu'alors expérimentaux. Il y a un quatrième volet dans le projet de loi autour du service public de la petite enfance, mais ma collègue ministre des Solidarités et des Familles ainsi que ma collègue ministre déléguée en charge des personnes handicapées y reviendront dans leur intervention. Et enfin, le dernier projet de loi prévoit la transposition des mesures du texte au territoire d'outre-mer. Sur ce sujet, je tiens à saluer la qualité des échanges que j'ai eus avec nombre d'élus ultramarins. Je sais évidemment que tous les députés préfèrent débattre et voter ici, mais les spécificités des territoires d'outre-mer rendent matériellement difficile d'en débattre ici même. Les ordonnances que nous proposons seront écrites en lien avec les parlementaires d'outre-mer, avec les présidents des collectivités concernées, comme je l'ai indiqué vendredi dernier au président du conseil départemental de La Réunion, qui participe à l'expérimentation en matière d'accompagnement des allocataires du RSA. Je termine par un mot, mesdames et messieurs les députés, sur les moyens financiers, car en effet, ce projet de loi devra mobiliser des moyens financiers conséquents sur toute la durée de sa mise en place afin d'être efficace. Ainsi, pour atteindre le plein emploi, nous savons qu'il nous faut créer 700 000 emplois d'ici 2027, et c'est atteignable à condition de sonner la mobilisation générale. C'est d'autant plus atteignable que nous avons déjà l'économie a créé 1 700 000 emplois au cours du premier quinquennat, et donc nous devons accompagner plus intensivement, investir plus fortement encore pour accompagner vers l'emploi celles et ceux qui sont restés sur le bord du chemin. Ce retour à l'emploi est rentable pour les finances publiques, au-delà de la question de l'emploi et de l'insertion, car accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi est moins coûteux que le chômage de longue durée et augmente l'activité en retour, donc les moyens de l'État. Nous allons mettre des moyens pour atteindre cet objectif. Dès 2024, le projet de loi de finances vous proposera d'augmenter les moyens de Pôle emploi de 300 millions d'euros, avec une montée en charge progressive pour que cela représente une augmentation de moyens de 1 milliard d'euros par an en 2027. Ces financements seront en partie un effort de l'État et en partie issus de la contribution de l'UNEDIC à Pôle emploi, puisqu'avec les économies permises par les réformes de l'assurance chômage, la trajectoire d'excédent de l'UNEDIC le permet largement. Je pense, et je l'ai dit aux partenaires sociaux rencontrés en cette rentrée, que notre budget est un budget de plein emploi, qu'il implique aussi de mobiliser les excédents issus des réformes portées par le gouvernement pour les réinvestir dans les politiques d'emploi et de formation, plutôt qu'augmenter l'endettement public. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat qui nous unit avec les conseils départementaux, l'État proposera aux départements une contractualisation spécifique à hauteur de 170 millions d'euros en 2024 pour accompagner la mise en place de France Travail, avec un partenariat dans chaque département, pour préparer la transition vers un nouveau modèle et conforter nos stratégies d'insertion,
mais aussi pour conforter et élargir les expérimentations avec les départements volontaires. Mesdames et messieurs les députés, vous allez vous saisir d'un texte qui a évolué. Il a évolué au Sénat, avec des évolutions positives, comme la prise en compte des proches aidants ou des représentants des usagers. Il a aussi évolué au Sénat avec une importance plus forte donnée à la réponse aux besoins de recrutement des entreprises, notamment sur le lien avec l'éducation nationale, ou encore avec la pérennisation de l'organisation de l'emploi accompagné sous forme de plateforme départementale. La semaine dernière, votre commission des affaires sociales a à son tour fait évoluer le texte, notamment sur la question des 15-20 heures d'accompagnement, pour apporter des précisions sur leur mise en œuvre, mais je ne doute pas que nos débats vont nous permettre de continuer à avancer et à améliorer ces dispositions. Il a aussi été clarifié la question du nom de l'opérateur et du réseau, pour ne pas risquer la confusion que pointait un certain nombre de sénateurs. Nous souhaitons que Pôle emploi se transforme en France Travail et puisse ainsi animer le réseau des acteurs de l'insertion et de l'emploi. Votre commission a aussi fait le choix de ne pas revenir sur la suppression de la charte d'engagement, mais de la remplacer par une charte de coopération, en supprimant la conditionnalité pour les collectivités en matière d'accès à la coprésidence des instances de coordination, et c'est une bonne chose. Et enfin, vous avez enrichi la composition du Comité national France Travail, comme des comités territoriaux, ou encore amélioré les formations réalisées exclusivement à distance au bénéfice des personnes en recherche d'emploi, en sécurisant cette assise juridique. En conclusion, je voudrais simplement vous dire que je crois que nous pouvons être nombreux à nous rassembler sur ces objectifs. Il ne faut pas avoir connu la précarité pour penser que le statu quo est une solution. Et il ne faut jamais avoir été élu local pour considérer que nous pouvons aller vers le plein emploi sans la mobilisation de tous les acteurs et la prise en compte de la situation de chacun. Je compte sur nos débats pour que nous ayons collectivement les outils nécessaires à cette marche vers le plein emploi. Je compte sur nos débats pour continuer à enrichir et à améliorer ce texte. Je vous remercie.